Joueurs et joueuses, bonjour, il y a 4 mois en arrière, je vous avais fait une vidéo pour vous présenter les RPG japonais de la fin de l'année 2025, et j'en avais profité pour vous parler du sujet des remakes et des remasters qui, d'après certains, sont trop nombreux. On avait vu que ça n'était pas forcément le cas, et je vous avais dit qu'en fin d'année 2025 ou début 2026, j'allais peut-être faire une vidéo pour revenir sur l'année écoulée. Le moment est venu de faire cette vidéo, et celle-ci se déroulera en 2 temps. Premier temps, un retour sur l'année avec les principaux temps forts de 2025 sous la forme d'une sélection de 10 jeux à retenir sortis ces 12 derniers mois, des RPG japonais principalement, ou des jeux occidentaux qui s'en inspirent. Tu peux pas dire JRPG comme tout le monde? Non, je n'aime pas le terme JRPG. Parce que tu penses comme certains développeurs japonais que c'est péjoratif? Non, même pas, c'est juste que quand je parle de RPG japonais, tout le monde sait que je parle de, RPG japonais, alors que si je parle de JRPG, à savoir Japanese Role Playing Game, donc littéralement en français RPG japonais, on va citer Clair Obscur, Sea of Stars et j'en passe. Et il n'y a pas un jugement de valeur ici, il y a de très bons RPG occidentaux qui s'inspirent des jeux japonais, tout comme il y a de très mauvais RPG japonais. C'est juste que quand je joue à Clair Obscur, je n'ai pas l'impression de jouer à un Japanese Role-Playing Game. Et c'est très bien comme ça, hein. Bref, le second temps, ce sera les remakes et les remasters. Est-ce qu'il y en a vraiment tant que ça? Et on voit tout ça après le générique. Je l'ai mentionné un peu plus tôt, on va commencer par lui. Vous avez deviné de quoi je veux parler, Clair Obscur Expédition 33, un des temps forts de l'année. Le temps fort de l'année? Certainement, mais ça m'ennuie un peu parce qu'il occulte d'autres créations qui mériteraient autant les éloges et les récompenses que celui-ci a reçu. Entendons-nous bien que je ne fais pas partie des haters de Clair Obscur, mais je ne fais pas partie des fans absolus non plus. Je lui reconnais des qualités, mais le titre a également pas mal de défauts. Et autant je veux bien, dans une certaine mesure, adhérer au récit entourant sa genèse à base de « ils étaient une trentaine de développeurs, ils étaient soudés et prêts à en découdre », je veux bien l'entendre. Par contre, j'ai beaucoup plus de mal avec cette idée que Clair Obscur va faire un précédent et qu'il va y avoir un avant et un après Expédition 33, et ce pour 2 raisons. Déjà, il y a très peu de studios qui peuvent se permettre de filer 10 millions à une équipe et leur dire « bossez pendant 5 ans, on ne vous demande pas de sortir de jeu, prenez votre temps ». Le studio Zero? Oui, le studio Zero a bossé pendant 10 ans sur Metaphor ReFantasio sans sortir d'autres jeux, mais il y avait quand même le reste du studio Atlus qui nous sortait des remakes et des spin-offs pour remplir les caisses. Et puis Katsura Ashino, ça n'est pas Guillaume Broche. Et je dis ça sans aucun mépris pour Guillaume Broche, c'est juste qu'ils n'ont pas le même CV. Donc les attentes ne sont pas les mêmes. En théorie, tu signes plus facilement un chèque en blanc à Katsura Ashino qu'à Guillaume Broche. Ensuite, ça a déjà été fait. Souvenez-vous Tokyo RPG Factory, le studio créé par Square Enix pour développer des softs à l'ancienne, comme I Am Setsuna, Lost Sphere ou Oninaki. Ça a duré 10 ans et le studio a fermé ses portes. Et la réalité du marché est très différente. Falcom a une taille à peu près équivalente à celle de Sandfall, mais sans avoir un gros éditeur en support pour injecter des milliards de yens. Clair Obscur, c'est 10 millions d'euros injectés pour une seule création pendant 5 ans. Falcom, c'est 4 millions d'euros par an de recherche et développement, et ils ont une équipe pour les Is, une pour les Trays, et certainement une petite équipe pour les remasters. Allez, avec une très grosse louche, on va dire que le budget de leur création est à peu près équivalent à celui de Clair Obscur, sauf qu'ils n'ont personne d'autre qu'eux pour le financer. Tout ça pour dire, et peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe, mais il ne va pas y avoir un avant et un après Clair Obscur Expédition 33. À mon avis, il restera une exception. Ce qui ne veut pas dire non plus que le titre n'aura pas une influence. Tout à fait, et là ce qui est plus intéressant, c'est que Clair Obscur arrive en 2025, après Métaphore en 2024, qui avait déjà commencé à montrer aux gens que le tour par tour n'était pas mort et pouvait encore intéresser du monde. Et soyons honnêtes, ça fait longtemps qu'Atlus montre que le tour par tour reste quelque chose de résolument moderne. Déjà en 2003, dans Shin Megami Tensei 3, on avait des combats nerveux, rapides et tactiques.
Ceci étant, je reconnais à Clair Obscur une très grande force, c'est d'avoir compris ce qui pouvait parler aux joueurs en prenant une partie de ce qui plaisait au public, une partie de ce qui plaisait aux créateurs, et ils ont réussi à réconcilier, voire à faire venir au RPG, une partie du public qui s'en était désintéressé ou qui n'avait jamais voulu se pencher dessus. Je préfère de loin un jeu comme Métaphore, mais entre Métaphore qui nécessite un investissement de 70-80 heures pour en voir la fin, ou Clair Obscur dont le scénario est concentré sur 30 heures, clairement, Sandfall a tout compris. Bref, tout ça pour dire, Métaphore a raflé un paquet de prix en 2024-2025, Clair Obscur a raflé pas mal de prix en 2025, et une partie des gens vont se dire « Ah, vous voyez, Final Fantasy en temps réel, c'était une erreur. Il faut retourner au tour par tour et arrêter de viser le AAA. » Et certes, c'est là qu'on se rend compte que c'est encore Square Enix qui donne le là, mais le message est ailleurs. Ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est qu'une offre alternative existe déjà, qu'il est temps de ne plus se contenter de la proposition populaire qu'on nous vend à coups de palette, et d'aller chercher un peu ce qui se fait ailleurs. Et je dis ça en passant, mais abonnez-vous à la chaîne si vous voulez en savoir plus sur l'actualité du RPG japonais. Bon, je vais me calmer un peu pour le reste, et évidemment, vous le savez, je suis obligé de parler de la série Les Trays. Si tu ne le fais pas, tu exploses, c'est ça? Exactement. Bah, j'aurais bien aimé citer un Shin Megami Tensei dans cette liste, mais bon, c'était bien Raido, mais pour moi, ça n'est pas un des temps forts de l'année 2025. Donc, double dose de Trays cette année, avec le grand écart puisqu'on a d'un côté l'épisode que j'aime le moins, et de l'autre côté le remake de mon épisode préféré. Il va donc sans dire que si je mentionne les deux, c'est avant tout Trails in the Sky First Chapter que je retiens. Pour Daybreak, on est sur un titre qui essaye des choses niveau narration, mais qui a du mal à convaincre, et puis évidemment on est au milieu de l'histoire, donc il n'y a pas vraiment de début, ni vraiment de fin. Du côté de Trails in the Sky First Chapter, on est sur la remise au goût du jour du premier épisode, qui était sorti tout d'abord sur PC au Japon en 2004. Nous, en Occident, on connaît plus la version PlayStation Portable ou la version Steam. Mais attention, la version Steam, c'est une version améliorée de la version PlayStation Portable, et non pas un portage de la version PC japonaise. Pourquoi Falcom s'est décidé à faire un remake de ce premier opus? Il y a plusieurs raisons. Il y a déjà le fait que plus les années avancent, plus il y a d'épisodes dans la série, et plus ça perd les joueurs. Les nouveaux prennent peur en voyant le nombre d'épisodes qui les attend, donc le fait de repartir à zéro, ça permet d'avoir une porte d'accès qui leur tombe tout droit dans les mains. Accessoirement, c'est aussi pour permettre aux équipes de Falcom de souffler un peu, plutôt que d'enchaîner directement avec la suite de Trails Beyond the Horizon, qui vient tout juste de sortir cette année en Occident. La critique est disponible sur la chaîne. Revenir à Trails in the Sky, ça leur a permis de se changer un peu les idées. Il n'y a pas à se prendre la tête avec le scénario, ça leur permet de faire mumuse avec le gameplay, les graphismes, ça les change. Je suis très content de la réception de Trails in the Sky First Chapter. Le fait de sortir ce remake avec une version française, ça a été la meilleure décision possible. Ça ne veut pas dire que les nouveaux épisodes hors remake auront également le droit à des versions françaises. C'est le cas pour Horizon qui est encore en anglais. Mais ça n'est pas étonnant parce que Horizon ne va pas beaucoup se vendre. Le potentiel commercial est beaucoup plus bas que pour Sky First Chapter. Depuis, Falcom a annoncé que Trails in the Sky Second Chapter était prévu, et ils envisagent de refaire les Sky et l'arc Crossbell, autrement dit, les 5 premiers épisodes de la série. C'est un peu tristoun à dire, mais il faut bien reconnaître qu'un certain nombre des temps forts de l'année sont des remakes ou des remasters. Je ne suis même pas étonné parce que les vidéos que j'ai faites cette année et qui ont le mieux fonctionné, ce sont les vidéos sur les remakes et les remasters. Prenons ce Suikoden 1 et 2 HD Remaster, Get Rune and Dulan Unification Wars, qui reprend, comme son nom l'indique, les 2 premiers épisodes de la série Suikoden. Il faut bien lui reconnaître qu'il rend accessible des épisodes auxquels il était depuis longtemps compliqué de jouer, en tout cas de manière légale. Ça permet d'avoir en physique 2 jeux qui sont intouchables en version PS1 tellement leur cote s'est envolée avec les années, et évidemment ils bénéficient d'un paquet d'améliorations graphiques ou de qualité de vie. En plus de la VF. Graphique, tu es sûr? Ouais, c'est vrai que ça fait un peu grincer des dents. Konami a fait le choix d'étirer les images, très bien. D'ajouter des effets, très bien. De refaire les portraits, parfait. De garder des sprites pixelisés et de lisser les décors? Ah! Quel choix étrange!
En vrai, ça choque 1 heure et après on n'y fait plus attention, mais c'est bizarre. Ensuite, ce qu'on en sait, c'est que cette ressortie des 2 premiers Suikoden, dont l'annonce avait été faite de manière bizarrement proche de celle d'Eiyuden Chronicle, le successeur spirituel, c'est surtout qu'elle est l'annonciatrice d'un éventuel retour de la série. Enfin, je dis éventuel, un retour c'est sûr, puisque Konami a annoncé un animé qui adaptera Suikoden 2, et surtout un jeu mobile, Suikoden Star Leap, prévu pour... on ne sait pas quand. On peut néanmoins en espérer plus puisque Konami a fait savoir qu'ils étaient très contents des chiffres de vente de la compilation. Ceci étant, je ne sais pas s'il faudra compter sur une ou des compilations avec les épisodes suivants. Il faut bien reconnaître que les 2 premiers épisodes sont les plus connus. Mais j'avoue que je ne serais pas contre me refaire Suikoden 3 ou Suikoden 5. Et Suikoden 4? Je ne sais pas de quoi tu parles, Suikoden 4 ça n'existe pas. Bref, ça sera ça pour commencer, puis après on verra bien. Je vous avoue que je suis un peu curieux pour le Star Leap. Ça m'ennuie que ça soit un jeu mobile, mais bon, il y a moyen que le côté gacha ne soit pas trop problématique. Allez, encore un remaster, cette fois-ci celui de Xenoblade Chronicles Cross dans sa Definitive Edition. Et lui, on va pas trop rentrer dans le détail. Si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo premières impressions ainsi qu'une grosse vidéo de plus d'1 heure qui revient sur le monde du jeu en long, en large et en travers. Xenoblade Chronicles Cross, c'est clairement un des remasters que j'attendais le plus. Et on pouvait autant l'espérer que craindre qu'il ne débarque jamais. On pouvait l'espérer parce que, ma foi, tous les autres Xenoblade étaient déjà disponibles sur Switch, mais on pouvait craindre parce que Xenoblade Cross était prévu pour la Wii U et son gameplay fonctionnait parfaitement bien à la mablette. Finalement, si j'ai eu quelques craintes avant sa sortie, il faut bien reconnaître que les modifications de la prise en main font qu'on se passe sans problème du second écran. Ajoutons à cela la présence d'un chapitre supplémentaire qui a la lourde tâche de répondre aux questions qui restaient en suspens quand on terminait la version originale. Au final, il y a du pour et du contre avec ce scénario bonus. Il répond à une partie des questions, mais il en laisse d'autres en suspens. Je dirais que c'est mieux que rien, mais ça n'est pas l'idéal non plus. Que vous ayez fait ou non Xenoblade Chronicles Cross à l'époque de sa sortie sur Wii U, je ne peux que vous encourager à le faire sur Switch. D'ailleurs, la sortie sur Switch était finalement une évidence, même si Tetsuya Takahashi nous a menés en bateau pendant des années, ça aurait été un gâchis phénoménal que le meilleur RPG de la Wii U reste une exclusivité de cette console qui n'a pas connu le succès qu'elle aurait mérité. Actuellement, nous en sommes à attendre l'après Xenoblade. Qu'est-ce qui nous attend ? On sait que Monolith continue sur la série et je serais curieux de savoir ce que vous attendez, mais à titre personnel, même si je ne suis pas contre quelque chose qui garde la mythologie originelle, les concepts de base, par contre je ne souhaite pas d'un Xenoblade Chronicles 4 qui garderait le même gameplay ou le même monde. J'ai fait une overdose avec le 3 qui est trop proche des 2 premiers. Il faut de la nouveauté pour la suite. Allez, promis, dernier remaster de cette sélection, et non le moindre, Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles. Celui-ci nous pendait au nez. On avait eu Tactics Ogre Reborn en 2022, ce n'était qu'une question de temps avant de voir le retour de Final Fantasy Tactics. Ici aussi, le remaster a fait grincer des dents. En même temps, je me demande s'il y a déjà eu des remasters acclamés par 100% des joueurs. Celui-ci s'est fait accuser d'être un remaster incomplet et donc fainéant, puisque se basant sur la première version, celle sortie sur PlayStation, et non la seconde, le portage amélioré que l'on avait eu quelques années plus tard sur PlayStation Portable. En vrai, on retrouve les cinématiques de la version PSP dans ce remaster, et autant je me fiche de la plupart des ajouts de cette version, autant le fait qu'il n'y ait pas Balti en bonus, je trouve ça un peu dommage. Je dis ça, mais je n'ai même pas réussi à débloquer le personnage bonus de la version PS1 en y rejouant l'an dernier. Pour le reste, j'aime beaucoup les améliorations de cet épisode. Graphisme retouché, présence de dialogue doublé, ajout de dialogue supplémentaires durant les affrontements, ajout d'une option pour éviter de se faire hardlock dans les zones où on enchaîne plusieurs combats, et j'en passe. Ceci étant, Square Enix a fait savoir que les ventes avaient dépassé leurs estimations, et en début d'année, le remaster a atteint le 1 million de ventes. En même temps, le fait de le sortir sur tous les supports, ça ne pouvait qu'être une bonne idée. On aurait aimé que les Front Mission aient le droit au même traitement que Tactics Ogre et Final Fantasy Tactics, mais il faut bien reconnaître que les jeux de mecha, ça reste des jeux de niche. Bref, maintenant on espère un remaster de Vagrant Story parce que j'aimerais bien m'y mettre, mais je trouve que la version originale, quand tu l'as pas connue à l'époque, c'est dur.
Cette année, on a eu le retour des 2 séries principales de capture de monstres. Enfin, pour être précis, il y en a une qui revient fréquemment, À savoir Pokémon avec Pokémon Legends ZA. et l'autre dont le dernier épisode avait été annoncé il y a 8 ans en arrière. Autrement dit, Digimon avec Digimon Story Time Stranger. Je ne suis pas du tout un spécialiste de ces séries. Quand elles ont débarqué en France, j'étais déjà trop vieux pour ce style de jeu. Ceci étant, histoire de ne pas mourir idiot, j'ai quand même voulu essayer Digimon cette année. Ne serait-ce que parce que, autant si Pokémon vise le très grand public avec des créations qui sont 7 ans et plus, Digimon et les Digimon Story en particulier, ils ont un petit 12+ sur la jaquette, ce qui a toujours eu tendance à me titiller. J'avais fait une vidéo premières impressions sur Time Stranger et à ce moment-là, j'étais assez emballé par le titre. Les graphismes sont jolis, j'adore le design des personnages, je suis fan de l'illustrateur Suzuhito Yasuda, il y a des environnements très inspirés et les mécaniques de gameplay sont intéressantes, et puis il y avait une petite vibe Shin Megami Tensei, ça partait plutôt bien. Et vint la deuxième moitié de l'aventure qui nous fait revisiter les mêmes lieux que dans la première moitié. Donc plus j'avançais dans le scénario et plus j'avais envie d'arriver à la fin pour que ça se termine. À froid, je dirais que ça va. Je l'ai quand même plus aimé que je ne pensais l'aimer. Pour Pokémon, difficile de faire l'impasse dessus, et même si ZA a reçu des critiques un peu moins catastrophiques avec les précédents épisodes, on continue à se demander ce que Game Freak fait avec l'argent que Nintendo et la Pokémon Company lui filent. Bah on le sait maintenant, ils le mettent de côté pour bosser sur leur propre jeu, comme Beast of Reincarnation qui doit sortir l'an prochain et dont voici quelques extraits. Effectivement, et c'est bien la seule création de Game Freak qui me donne envie. Évidemment, Pokémon, ça reste le rouleau compresseur avec 1,4 million de ventes au Japon en une semaine, là où Digimon a atteint 1 million de ventes dans le monde en 2 mois. Ce qui reste bien, évidemment, mais quand on compare les deux... Il est quand même amusant de faire un petit point sur les notes, puisque si les deux ont reçu des notes de la presse égales, en ce qui concerne les avis des joueurs, ça n'est pas la même chose. Autrement dit, si vous avez été déçu par Pokémon, laissez-vous tenter par Digimon. Mon petit chouchou de l'année. J'avoue que j'essaye d'être à peu près objectif dans la sélection de jeux, mais pour celui-ci, c'est purement subjectif. Fuga Melodies of Steel 3, c'est le 3e et dernier épisode de la série Fuga Melodies of Steel, et Fuga Melodies of Steel, c'est le dernier chapitre de la série Little Tail Bronx, dans laquelle on retrouve Tail Concerto et Solato Lobo. Je vous passe Little Tail Story, l'épisode mobile jamais sorti du Japon, et Strelka Stories, le projet avorté. Je ne peux pas me qualifier de fan de la série parce que même si j'ai découvert et adoré Solato Lobo en 2018, Tail Concerto est un titre que je n'ai toujours pas fait. Pourtant, il n'est pas long, je n'ai pas d'excuses. Peut-être en 2026 ? Peut-être. Mais en tout cas, j'adore Solato Lobo et Fuga Melodies of Steel. En attendant, Little Tail Bronx est une série chère au studio qu'il a vu naître, CyberConnect 2, un studio surtout connu pour les dot hacks et une tripotée de jeux Naruto, entre autres choses, mais dès qu'ils arrivent à mettre un peu de sous de côté, ils essayent de sortir un nouvel opus, et c'est comme ça que Fuga Melodies of Steel a vu le jour en 2021. Une œuvre que l'on pourrait qualifier de franco-japonaise, puisque son créateur, Yohan Gerito, est un Français qui a pris ses clics et ses claques et s'est barré au Japon dans le but de développer des RPG, et il y est arrivé. La série est un mélange de pas mal de choses. On y trouve un groupe de jeunes animaux anthropomorphes qui sont confrontés aux horreurs de la guerre dans un monde qui ressemble à une Europe très alternative à la période de la Seconde Guerre mondiale. Ils vont tomber sur un tank géant et surpuissant qui va leur permettre de traverser les lignes ennemies pour aller sauver leurs parents. Ça, c'est le scénario de base du premier épisode, et les 2 suivants sont des variations. Étant donné que le gameplay est très proche d'un épisode à l'autre, la trame narrative l'est également, même si à chaque fois on ajoute des nouveaux personnages et des enjeux de plus en plus importants. Si Fuga est présenté par son créateur comme un RPG au tour par tour, il y a de nombreuses inspirations, notamment du côté du tactical RPG avec des combats qui se résolvent à coups de pierre-feuille-ciseaux, tout en reprenant un déroulement à la Grandia. Là on est obligé de faire la version courte, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir les différentes critiques disponibles sur la chaîne. Si le premier épisode est sorti en 2021, le second a débarqué en 2023, et le dernier
en toute logique, en 2025. Ce ne sont pas des jeux très longs, aux alentours des 15-20 heures, et à chaque fois ils s'achèvent avec une fin ouverte. Même le 3 est ouvert, et même s'il n'y aura pas forcément un Fuga Melodies of Steel 4, il y a des chances pour qu'on ait un autre jeu dans le même univers, et j'ai hâte. Ce ne sont pas des jeux longs, disais-je, mais ils sont passionnants. Disponible en français et en physique, pour le moment uniquement en physique en japonais, mais une version Limited Run Games est prévue pour cette année, et cette version inclut le français, donc encore une fois, je ne peux que vous inviter à vous pencher sur cette série. « 2025, ça a été une excellente année pour la série des ateliers, vu qu'on a eu un nouvel épisode, Atelier Yumiya, l'alchimiste des souvenirs et la terre rêvée, disponible en français. Une suite, Atelier WrestleRihanna, The Red Alchemist and the White Guardian, qui prend place après le dernier épisode sorti sur mobile. Et surtout, le retour de la Best Girl avec Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe. Les 3 épisodes de la trilogie Secret sont revenus sur console récente en version plus complète. Donc, on a eu un nouvel épisode en français qui cherche à bousculer les codes de la série, puisque Yumiya est, pour la première fois, un monde ouvert, et la traduction fait bien plaisir. On aurait pu espérer que Gust et Koei Tecmo se mettent enfin à traduire les opus de manière régulière, mais le reste de l'année a prouvé le contraire. Atelier WrestleRihanna 2 n'est disponible qu'en anglais, mais étant donné qu'il s'agit de la suite d'un jeu mobile qui n'est plus disponible, j'imagine que les prévisions de vente ne devaient pas être incroyables. Et pour Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe, c'est un peu décevant puisque, comme à l'époque de la sortie des épisodes séparés, seul le 2 est en français, le 1 et le 3 ne sont disponibles qu'en anglais. Par contre, le contenu supplémentaire du 2 a bien été traduit en français. Maigre consolation. À titre personnel, je pense que j'ai une petite préférence pour Atelier Ryza, qui est la version ultime de la formule de base de la série. L'héroïne est chouette et l'ADA est inspirée. Je pense que s'il n'y a qu'un seul atelier à faire, c'est Ryza. Yumiya est sympa aussi, et en français, mais il est assez différent du reste de la série. Bref, on a bien mangé cette année à voir ce que 2026 nous réserve. J'ai hésité à mentionner ce Dragon Quest 1 et 2 HD2D Remake. Même si c'est une série à laquelle je n'accroche pas, il faut reconnaître que le remake des 2 opus fondateurs d'une série fondatrice d'un genre, ça se pose. Le remake de Dragon Quest 3 en 2024, le remake de Dragon Quest 1 et 2 en 2025, le remake de Dragon Quest 7 en 2026... Et Dragon Quest 5 et 6 ? Ma foi, aucune idée. Vous le savez, Dragon Quest et moi, on n'est pas amis, mais ça ne m'empêche pas de lui reconnaître des qualités et son poids historique. Ce n'est pas faute de lui avoir laissé sa chance, En vrai, vous pourrez trouver une critique du premier Dragon Quest sur la chaîne. Le remake ? Oui, Ah ? mais sur Super NES. Ah ? Et toute proportion gardée, de tous les épisodes que j'ai essayés, en me remettant dans le contexte, c'est celui que j'ai préféré. Bref, tout ça pour dire, tous ces remakes, ça n'est pas anodin. Il y a 2 raisons à cela. D'une part, il faut bien faire rentrer des sous en attendant le prochain épisode. Dragon Quest 12 qui n'arrête plus de se faire attendre. Et ça permet également de faire vivre la licence dans le cœur des fans et encore plus de le faire découvrir à un nouveau public. Pas tellement en Europe, puisque le premier DQ qu'on a eu c'était le 8, mais au Japon et même aux États-Unis, on imagine très bien les parents offrir le remake à leurs enfants en leur disant « Tiens, essaye, je joue à ça à ton âge ». D'ailleurs, dans l'ensemble, le remake a été extrêmement bien reçu. Évidemment, malgré les ajouts de qualité de vie, le premier épisode en particulier commence à dater, mais ça reste une excellente remise au goût du jour. Et de l'autre côté, j'ai beau aimer les Final Fantasy Pixel Remaster, on ne va pas se mentir, mais quand on voit les remakes de Dragon Quest, les fans de FF se sentent quelque peu floués. Et pour finir cette sélection, je vais vous parler d'un RPG que je n'ai pas fait. Et pourtant, il est très haut sur la liste des RPG de 2025 que je dois faire.
aux côtés de Stray Children. Le jeu en question, c'est The 100 Line Last Defense Academy, une espèce d'hybride mi-RPG, mi-tactical, avec une narration façon visual novel. On le doit à Kotaro Uchikoshi, que l'on connaît pour Zero Escape, Hey Hi The Somnium Files, Worlds and Club, et Kazutaka Kodaka, créateur de la série Danganronpa. On retrouve d'ailleurs Ryohei Komatsuzaki aux illustrations, dont le style particulier est indissociable des personnages de Danganronpa. On doit The 100 Line au studio Tokyo Games, et Tokyo Games nous a fait une VanillaWare, dans le sens où on se retrouve sur une œuvre incroyable, qui a reçu un succès critique, les gens qui y ont joué l'adorent, mais par contre le studio a mis toutes ses billes sur la table, et à présent ils n'ont plus un radis. Et je suis sûr que ça va me plaire. Ça n'avait pas accroché à Danganronpa, j'aimais beaucoup le scénario, l'ambiance, mais pas le gameplay, puisqu'il s'agissait d'un jeu d'aventure à la japonaise. Mais ici, vu qu'on est sur un tactical, il n'y a pas de raison que je n'accroche pas. Écoutez, si vous êtes amateur de RPG, que vous aimez soutenir des créateurs, et que lire l'anglais ne vous gêne pas, n'hésitez pas, laissez-vous tenter par The 100 Line, en tout cas en démat, parce qu'en Europe on l'a pas eu en physique. Abordons le sujet des remakes et des remasters. Je vous en parle à nouveau parce que j'ai dit que j'allais revenir dessus, et je suis un peu curieux de voir si ce que je vous annonçais en me basant sur 4 mois de l'année allait également se valider sur une année complète. Et en ayant lu les commentaires sur la précédente vidéo, je sais que la grande majorité d'entre vous acceptent les remakes et les remasters, et ce pour des bonnes raisons, qu'on mentionnera un peu plus tard. Bref, est-ce qu'il y a trop de remakes et de remasters ? Voilà ma méthodologie. Je suis allé récupérer l'ensemble des RPG dont j'ai parlé dans les journaux du JRPG dans la partie des sorties du mois. Ça me donne une base de 117 jeux sortis en 2025 qui sont quasiment tous des RPG japonais. À l'exception de Clair Obscur et Maliki parce que vu que je les ai faits, je les ai mis dans la liste. Donc 115 RPG japonais et 2 RPG d'inspiration japonaise. J'ai divisé cela entre les nouveautés, les portages, les remasters et les remakes. Les suites, j'ai compté ça comme des nouveautés. Certes, ce ne sont pas des nouvelles licences, mais c'est au moins du nouveau contenu. Je suis toujours partagé avec les portages, parce qu'on est sur une idée différente du remaster, le jeu est le même, généralement les portages se font sur des titres récents, là où le remaster remet au goût du jour une œuvre qui a déjà quelques années, avec du contenu supplémentaire, mais par exemple Atelier Ryza, c'est un portage, mais un portage amélioré. Et Hyper Dimension Neptunia, c'est un portage sur PlayStation 4 de la version Vita/PC, qui est elle-même une version améliorée de la version PS3, donc portage ou remaster. Tout ça pour dire, il va toujours y avoir des cas particuliers, mais je vais pas faire 3 catégories, portage simple, portage amélioré et remaster. L'avantage c'est que les remasters sont souvent indiqués comme tels. Suikoden 1 et 2 HD Remaster, Raido Remastered, Class of Heroes 3 Remaster, et j'en passe. Et pour les remakes, ma foi, ce sont des remakes. J'en ai profité également pour voir quel pourcentage de titres étaient traduits en français, et on arrive à un total de 58% de VF. Et vous allez me dire, mais moi je veux que tous les jeux soient traduits. Et je vous répondrai, attendez, ça fait quand même 68 jeux traduits, vous avez le temps de faire 68 RPG dans l'année? Parce que moi, non. Vous pouvez très bien ne faire que des RPG disponibles en français, vous n'aurez pas le temps de tous les faire. Alors arrêtez de vous plaindre. Mais tu peux pas dire ça aux gens. Ah bon? Bref, pour en revenir à ce qui nous intéresse, les statistiques sont comme suit. 71 nouveaux RPG, nouvelles séries ou suites, soit 60,68% des sorties de l'année. 28 portages, soit 23,93% des sorties de l'année. 14 remasters, soit 11,97% des sorties de l'année, et enfin 4 remakes, soit 3,42% des sorties de l'année. On gueule beaucoup sur les remakes et les remasters, si on voulait chercher un coupable, on voit bien que c'est plus les remasters qui posent problème que les remakes. Ces derniers sont présents en quantité négligeable. Le problème, c'est avant tout un problème de représentation dans la communication et surtout dans les discussions entre joueurs. Parce que les remasters sont des jeux qui sont déjà souvent fortement appréciés des joueurs et leur retour encourage les discussions, là où les nouveautés sont régulièrement des petits titres dont pas grand monde ne parle. Et j'ai beau chercher à me renseigner au maximum, je suis certain qu'il y a pas mal de RPG indés qui n'ont eu aucune com et qui sont passés sous mon radar. Vous avez entendu parler de Leyline Chronicles, Metal Bringer, Archie's Impact, alors qu'à l'inverse, le remaster de Final Fantasy Tactics, on en a entendu parler partout.
Mais en soi, est-ce que c'est vraiment un problème qu'il y ait des remasters? Contrairement à ce que certains pensent, la sortie d'un remaster ne se fait pas au détriment de la sortie d'un gros titre ou d'une grosse nouveauté. La plupart des remasters sont confiés à des studios externes, ce qui n'empiète pas sur les plannings internes. Et effectivement, l'argent que coûte un remaster est pris sur le budget dont dispose un studio. Mais le but est de chercher à faire rentrer des sous pour d'autres projets au long cours, donc sur le long terme, les studios sont gagnants. Les remakes de Dragon Quest 1, 2, 3 et 7 permettent d'apporter des sous pour développer Dragon Quest 12. Une autre remarque qui revient souvent, c'est qu'il y a plus de remakes et de remasters qu'auparavant. Est-ce que c'est le cas, là aussi? Je vais être honnête, je ne suis pas allé reprendre la liste des sorties sur les 20 dernières années, je n'ai pas le temps pour ça. Par contre, je me suis dit que j'allais voir ce qu'il en était en 2015 et en 2005. Pour ça, il a fallu que je fasse confiance à ceux que je pouvais trouver sur internet. Dur à dire si les listes sur lesquelles je suis tombé sont complètes ou non. Le fichier avec mes sources est de toute façon disponible dans la description de cette vidéo. En 2015, nous étions en plein âge sombre du RPG japonais, et cette année-là, il n'y a eu que 42 RPG qui sont sortis avec uniquement 2 remasters ou remakes, respectivement Final Fantasy Type 0 qui revenait sur PlayStation 4 et Shin Megami Tensei Devil Survivor 2 Record Breaker, la version améliorée de l'opus DS qui ressortait sur 3DS. Ça semblerait donc confirmer que de nos jours il y a plus de remakes et de remasters qu'avant, mais je suis allé voir ce qu'il en était pour 2005 et je vous avoue que j'ai été surpris. En 2005, il y a eu 81 jeux qui sont sortis, avec 12 portages. Évidemment, à cette époque, il n'y avait pas vraiment de remaster. Mais par contre, cette année-là, il y a eu 10 remakes. On a eu le droit au remake de Ys 3 et Ys 4, The Legend of Heroes 4 chez Falcom, Final Fantasy 4 sur GBA et Romancing Saga sur PS2 chez Square Enix, Monster Hunter Freedom, Phantasy Star Generation 2, et j'en passe. Je ne dis pas que l'année 2005 est représentative de l'ensemble des années 2000, mais quand même ça m'a amusé de voir que la mode des remakes et des remasters est très loin de dater des années 2020, et certains éditeurs ont toujours été coutumiers du fait. C'est juste que ces versions améliorées étaient loin de tout arriver chez nous, et que, forcément, on ne s'en rendait pas compte. Bref, voilà, ça sera ma conclusion sur cette année 2025, et surtout sur cette histoire de remake et de remaster. La prochaine fois que quelqu'un vous dira qu'on est envahi par ces vieilles ressorties, vous n'aurez qu'à leur envoyer le lien vers cette vidéo, ça leur fera les pieds. Et puis bon, évidemment, dites-moi quels sont les RPG qui vous ont marqué en 2025. Ne soyons pas sectaires, si ce sont des RPG occidentaux, je suis tout à fait curieux de savoir ça. Sur ce, on est parti pour l'année 2026 avec plein de RPG, des nouveaux, des anciens, on verra bien, et je vous dis à la prochaine, et d'ici là, ma foi, jouez bien. Alors, instant auto-promo, vous aimez les RPG japonais mais vous avez du mal à suivre l'actualité? Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que tous les derniers lundis du mois, je fais un journal du JRPG. Je reviens sur les annonces des jeux qui sortent en Occident, qui sortent au Japon, qui sortent sur smartphone. Je fais un récapitulatif mensuel de toutes les sorties en Occident et puis même un petit point sur les goodies, en particulier les figurines. Je suis certain que vous trouverez votre bonheur.